Merci, donc on va enchaîner. Alors, je rappelle les dernières recommandations, vous voyez, qui ont été reprises encore tout récemment par le groupe de pédiatres de la Société française d'allergologie, qui a repris donc ce qui était déjà connu, mais c'est tout récent, ça vient de paraître dans les archives de pédiatrie, et que ça avait été repris aussi par l'Académie européenne de pédiatrie. Donc maintenant, tous les enfants, qu'ils soient allergiques, à risque allergique ou pas, donc qu'ils aient des antécédents ou pas, qu'ils soient allaités ou pas, doivent être diversifiés entre 4 et 6 mois. Et maintenant, il faut, c'était encore un peu divergent, mais la dernière recommandation de la Société française d'allergologie, que je partage depuis longtemps, il faut introduire les aliments à fort potentiel allergisant entre 4 et 6 mois. Alors, on reviendra, si vous voulez, pour le problème de l'arachide, qui pose effectivement des soucis, puisque les enfants n'ont pas l'habitude de consommer de l'arachide. Donc, est-ce qu'on ne va pas augmenter le risque d'allergie à l'arachide? Ça reste une discussion qui est intéressante. Mais par contre, pour le reste, œufs, fruits à coque, vous consommez beaucoup de fruits à coque, poissons, blé, tout ça, ça ne pose plus de problème. C'est impératif d'introduire avant l'âge de 6 mois. Alors, vous connaissez les deux publications les plus célèbres, qui sont largement rapportées. La première en 2015 dans le New England, avec l'arachide, allergie à l'arachide qui est très fréquente aux États-Unis. C'était une étude américaine, où ils ont pris donc, des enfants de 4 à 11 mois avec une allergie sévère, enfin un eczéma sévère. Ils ont été randomisés, et ceux qui avaient reçu de l'arachide au cours des 5 premières années comparé à ceux qui n'en avaient pas reçu, donc sous forme de beurre de cacahuète, vous voyez une diminution considérable du risque d'allergie à l'arachide. Ça, c'est le premier travail qui avait entamé. Et puis, il y a eu un deuxième travail peut-être plus intéressant, puisqu'il touche beaucoup plus d'individus, qui est l'œuf, publié dans le Lancet, donc 2 ans plus tard. Cette fois, c'était des nourrissons jeunes, toujours 4 à 5 mois, avec un eczéma, randomisés toujours pour recevoir, mais c'était en double aveugle cette fois-ci. Ils recevaient soit de la poudre d'œuf, soit une poudre de placebo, et ils avaient tous un eczéma. L'eczéma a été traité pour diminuer le risque de passage des allergènes d'œuf à travers la peau. Et là, vous voyez aussi que, aussi bien en intention de traiter qu'en analyse per protocole, une diminution considérable du risque d'allergie. Si bien que sont venues ces recommandations, avec donc les toutes dernières recommandations, j'allais dire pratico-pratiques, donc qui viennent d'être publiées dans les archives de pédiatrie, avec la façon dont on pourrait, c'est bien sûr qu'un exemple, la façon dont on pourrait introduire les différents allergènes. Alors voilà pour l'œuf, on ne sépare plus le blanc du jaune, c'est terminé depuis longtemps. Voilà, on peut commencer à 4 mois par toujours un œuf cuit, on commence toujours par un œuf cuit, donc un boudoir écrasé par jour, des miels d'œufs mixés, d'œufs cuits bien évidemment. Après, vous voyez, on passe à une cuillère à café d'œufs durs par semaine, puis un quart, puis un tiers, puis un demi œuf dur par semaine. Il faut le faire progressivement, mais surtout commencer tôt, dès 4 mois. L'arachide, donc avec les discussions que je vous ai suggérées tout à l'heure, l'idéal c'est ça, une petite cuillère à café, vous voyez, c'est ça, une petite cuillère à café, 2 grammes 4 à 5 fois par semaine. Sinon, si c'est un peu compliqué, on peut passer à une cuillère à café rase, là, 2 fois par semaine, voire une cuillère à café bombée 1 fois par semaine. Tout ça, c'est calculé en fonction de la quantité de protéines. Protéines d'œufs, protéines d'arachide. Et pour les autres fruits à coque, l'idéal, et certains laboratoires commencent à les sortir, puisque c'est sponsorisé par Nestlé. Nestlé a un produit qui contient plein d'allergènes, mais qui n'est malheureusement pas vendu en France encore, mais qui est vendu notamment aux États-Unis. Et c'est sûrement à l'avenir, c'est de mélanger plein de fruits à coque, et plus l'arachide, et de donner ça à l'enfant, parce que c'est quand même plus simple que de donner des vrais aliments dès le départ. Donc, même si ici l'allergie aux fruits à coque et à l'arachide est moins fréquente qu'en France, voire aux États-Unis, je pense que ça peut venir et on n'a aucun risque à introduire tôt ces aliments, bien au contraire. Je rappelle, je viens de le dire, mais il est bon de le rappeler, que diversifier, ça ne veut pas dire oublier le lait, c'est 3 biberons par jour pour assurer les besoins en fer et en acides gras essentiels, ou 3 tétés par jour, plus du fer pour assurer les mêmes apports. Alors, on
on a parlé des produits carnés, on m'a posé la question. Est-ce qu'il faut limiter les produits carnés chez le petit? Là, on parle de la diversification, c'est-à-dire avant l'âge d'1 an. Alors, voilà comment on pourrait répondre. C'est vrai que si on parle en fer, je rappelle qu'il ne faut pas confondre protéines et fer. Hein. Je rappelle que les protéines sont introduites dès la naissance. Hein. Souvent en France, depuis quelque temps, il y a une espèce de dérive où à la place de parler de viande, de produits carnés, on parle de protéines. Je rappelle qu'il y a des protéines dans tout, y compris dans l'arachide et les fruits à coque, comme on vient d'en parler. Donc, est-ce qu'il faut donner de la viande très tôt à un enfant? Nutritionnellement, ce n'est pas indispensable s'il boit son lait infantile. Regardez, pour 10 grammes de produits carnés, c'est ce qu'on donne avant 1 an, c'est des recommandations, ça n'apporte que l'équivalent en fer de 40 millilitres de lait deuxième âge, c'est-à-dire rien du tout. Très très peu, c'est 5% des besoins en fer. Donc, avant 1 an, c'est absolument pas utile, nutritionnellement, d'apporter du fer. Mais il ne faut pas avoir peur du fer à côté, puisque contrairement aux rumeurs qui existent, le seul travail qui montre un lien avec l'obésité est un travail totalement biaisé, alors qu'un autre travail lyonnais a montré qu'il n'y avait absolument aucun lien. Quant à l'atteinte rénale, c'est un mythe. Le lien entre excès de protéines et atteinte rénale est un mythe, on n'a jamais eu aucune preuve. Donc, ce n'est pas utile d'ajouter du fer, d'ajouter de la viande pour le fer, mais un excès de protéines n'est absolument pas nocif. C'est pareil pour les apports en sel et en sucre. Le lien qu'on essaie de mettre en avant entre consommation sodiée excessive durant l'enfance et une appétence ultérieure accrue pour le goût salé n'a jamais été démontré. Voilà une revue dont la conclusion que j'ai traduite était assez claire. Hein, le rôle de la consommation répétée d'aliments salés durant la petite enfance, dans l'appétence ultérieure accrue pour la saveur et les aliments salés durant l'enfance, l'adolescence ou l'âge adulte, demande cependant davantage d'études. On n'a absolument pas démontré. Et pour le sucre, c'est pareil. Hein. On a une très très vieille étude, mais qui est la moins mal faite, où des jeunes enfants ont reçu 20 fois de suite du tofu, donc un agglomérat de protéines de soja, soit sucré, soit neutre, soit salé. Et effectivement, les enfants qui avaient reçu du tofu sucré, là-haut, lorsqu'on leur proposait ensuite les 3 tofus, préféraient le tofu sucré. Le neutre, le salé, le salé. Donc oui, on peut habituer les enfants à manger un certain type d'aliments sucrés, par exemple le yaourt, le petit suisse, et il n'en voudra pas s'il n'est pas sucré ou salé, ou sucré ou pas sucré, mais par contre, on ne peut pas habituer les enfants au goût sucré, ça n'existe pas. C'est un mythe qui perdure malheureusement assez souvent. Et je rappelle également qu'il n'y a aucun lien entre la préférence gustative accrue pour le goût sucré et l'obésité, bien au contraire. Les obèses, ils aiment le gras, les maigres aiment le sucre. Donc, contrairement aux recommandations universelles, je suis pratiquement le seul à dire l'inverse, je ne suis absolument pas d'accord sur la restriction du sel et du sucre. Encore une fois, même les recommandations ne donnent aucune preuve objective qui soutient leurs recommandations. Et moi, je trouve qu'il faut apprendre aux jeunes à aimer la bonne bouffe très tôt et ajouter du sel. Hier, on a très bien mangé et tous les grands cuisiniers ajoutent du sel et du sucre dans leur plat, qu'ils soient salés ou sucrés, parce qu'ils savent que c'est des rehausseurs de goût. Et donc, je pense qu'il faut en ajouter dès le départ. Ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est sûrement pas interdit, tant qu'on est raisonnable, bien évidemment. Il n'y a aucun risque et il y a sûrement un avantage à améliorer la palatabilité des aliments qu'on propose. Alors, quelques règles pratiques qui sont mises en avant, avec, Marc en a parlé hier aussi, l'absence de miel avant d'1 an. Alors, c'est très très théorique, hein. Vous savez, il y a eu 3 cas de botulisme chez des nouveau-nés qui avaient reçu du miel, parce qu'il y a des spores de la bactérie qui sécrète la toxine botulique dans Clostridium botulinum dans le miel. Vous, je pense qu'ici, dans cette salle, tout le monde a eu du miel avant 1 an. Manifestement, ça ne vous a pas tué. Donc, je pense que vous pouvez continuer à donner du miel à vos enfants et ne pas écouter les propos alarmistes de certains. Donc, c'est pour ça que j'ai mis c'est très, très théorique. En tout cas, moi, j'ai retiré de mon panel cette recommandation de ne pas donner de miel avant 1 an. Contrairement à la viande hachée mal cuite ou au lait ou fromage non pasteurisé, à cause de l'Escherichia coli 157H7, donc qui est un commensal du tube digestif des ruminants,
et qui peut contaminer les viandes. Et quand elles sont mal cuites, un faible inoculum suffit pour déclencher un syndrome hémolytique et urémique. Donc là, il faut être très très prudent. Il y a aussi, souvent on pose la question, est-ce qu'il faut commencer d'abord par les légumes et les fruits? Alors on dit, ah oui, il vaut mieux commencer par les légumes, parce que si on commence par le sucre, il ne va pas boire les légumes. Franchement, on fait ce qu'on veut. Hein. Si on a envie de commencer par les légumes, par les fruits, ça n'a aucune espèce d'importance. On voit souvent, et je le vois encore, il faut introduire les aliments un par un et souvent attendre 3-4 jours entre chaque aliment. C'est vrai pour les aliments à fort potentiel allergisant, on n'introduit pas le même jour le fait le poisson, mais pour tous les autres, on peut bien évidemment les introduire plusieurs à la fois dans la même journée. Et je rappelle que les fruits rouges ne font pas partie des aliments à fort potentiel allergisant. Autre question qui est souvent demandée, même ici dans un pays chaud, est-ce qu'il faut boire de l'eau? Est-ce qu'il faut donner de l'eau aux nourrissons après la diversification? Vous avez remarqué que la plupart des nourrissons n'ont pas soif. Il suffit de faire le calcul, s'il boit les 700 ml de lait infantile qu'on recommande, pour un adulte de 60 kg, c'est 4,5 litres de liquide. Donc même quand il fait chaud, ça suffit pour assurer les besoins. Et donc moi je vois de plus en plus, notamment quand il a fait chaud là, d'enfants qui viennent avec des biberons d'eau que leurs parents donnent en permanence, parce que ça les occupe en plus. On va faire une armée de potomanes. Donc faut surtout pas donner, faut proposer éventuellement de l'eau, mais ne pas les obliger à boire. Encore une fois, vous avez tous remarqué. Il n'y a pas de consensus pour savoir quand il faut diversifier les prématurés. Il y a des néonatologistes dans la salle, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse. Et donc, je vais vous donner mon opinion. Avant 32 semaines, on peut utiliser l'âge corrigé, mais après 32 semaines, on utilise l'âge chronologique. Donc, pour la grande majorité des prématurés, à part certains, on utilise l'âge chronologique, donc on ne fait pas attention. La variété des goûts, Marc en a parlé un petit peu hier aussi, plus on propose de saveurs différentes après la diversification, plus le répertoire alimentaire ultérieur est vaste. Alors c'est des travaux biaisés, hein, bien sûr, parce qu'on ne peut pas être en double aveugle, on peut pas. C'est les parents qui ont déjà donné un grand répertoire alimentaire qui jugent après si l'enfant apprécie ces aliments, mais en tout cas, il n'y a aucun risque à le faire, c'est peut-être bénéfique, et donc il faut essayer de proposer une grande variété de goûts chez l'enfant jeune. Enfin, Marc a parlé beaucoup des troubles de l'oralité hier, dont il est un grand spécialiste. Je rappelle la séquence qu'il faut respecter, hein, 8 mois mixés, donc une texture lisse, mais dès 8 mois jusqu'à 8 mois lisse. Dès 8 mois, il faut qu'il y ait des petits grumeaux, il faut que l'enfant sente des petites aspérités dans ce qu'il mange. Et dès 10 mois, on introduit les petits morceaux de dureté de taille progressivement croissante pour justement prévenir les troubles de l'oralité. Un petit mot sur quelque chose qui commence sûrement à arriver au Maroc. La diversification menée par l'enfant, vous savez, c'est dès que l'enfant, Marc a dit hier, on ne donne pas des morceaux tant que l'enfant ne tient pas assis, c'est la recommandation de la diversification menée par l'enfant. Dès qu'on est assis, on peut commencer la diversification menée par l'enfant. Vous savez, on met les aliments en petits morceaux sur la table ou sur la tablette et l'enfant se sert. Alors, il y a eu des travaux là-dessus. Les avantages qui sont suggérés, c'est la prévention du refus des morceaux. C'est ce qu'on vient de dire. Hein. C'est sûr que les enfants, ils ont des morceaux dès 6 mois, donc ceux-là font beaucoup moins de troubles de l'oralité type refus des morceaux. Mais si la séquence recommandée est respectée, ça revient au même. Ils accepteraient une plus grande variété d'aliments, probablement parce que très rapidement, les parents donnent la même chose que ce qu'ils mangent à leur enfant. Donc, ils ont un grand répertoire. Là encore, on peut faire la même chose avec une diversification traditionnelle. Et puis, même si tous les travaux n'apportent aucune preuve, on aime bien mettre l'obésité dans tous les sens. Et donc, on parle d'un meilleur contrôle de la satiété, ce qui est complètement stupide. Et donc, ça, c'est un argument qu'on peut mettre de côté. À côté, il y a des risques qui sont très clairs. Les fausses routes. Alors, les fausses routes, on peut le voir avec n'importe quelle diversification. Mais là, contrairement à la diversification traditionnelle, l'enfant étant tout seul, si les parents s'absentent parce que l'autre enfant a un problème, eh bien l'enfant se retrouve tout seul avec ses petits morceaux et peut s'étouffer. C'est extrêmement rare, mais le risque existe. Et puis enfin, des carences nutritionnelles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait rajouter des lipides. Les parents rechignent à ajouter des lipides alors que déjà l'enfant va salir toute la cuisine. Et puis le faire parce que ces enfants, il a été montré qu'ils avaient tendance à moins boire de lait. Ça les amuse tellement d'avoir les aliments sur l'assiette qu'ils boivent moins de lait et donc ils peuvent être
carencé en fer, comme on l'a vu tout à l'heure.